Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Entreprise et Management. Dirigé par Ludovic François. Déjà paru dans la série Développement durable, de la même collection. Banque et développement durable. De la communication à l'action. Marlène Morin, préface d'Elisabeth Laville. Comment amorcer le marché mondial de l'énergie propre? Nouvelles énergies et climat, un destin lié. Mustapha Mokas, préface de Monique Barbu. Entreprise face à la gouvernance mondiale de la biodiversité, les. Élise Rebu. Intégration du développement durable au management quotidien d'une entreprise, L. Lise Moutamal. Investissement socialement responsable, L. Une nouvelle gouvernance d'entreprise? Jérémy Morvan, préface de Christian Cadieux. Organisation non gouvernementale dans la régulation de l'économie mondiale, les. Lise Vitral. Regard croisé sur la responsabilité sociale de l'entreprise, RSE. Françoise Dupuis dire. Avertissement. Les opinions exprimées et exposées dans cet ouvrage n'engagent que leur auteur. Elles ne sauraient refléter une prise de position officielle ou officieuse de la collection. Introduction. Françoise Dupuis. ISC Paris School of Management. Les établissements de santé en France connaissent depuis plusieurs décennies des transformations importantes. Plusieurs réformes se sont succédées portant sur les mécanismes d'allocation des ressources, la mise en place de la tarification à l'activité ou T2A, la structure des établissements, l'introduction de la structure par pôle, l'organisation du travail ou encore la gouvernance. Ces réformes ont conduit les établissements de santé à se transformer, en grande partie pour satisfaire des exigences liées au contingentement des ressources publiques consacrées aux dépenses de santé. Les transformations ont concerné les conditions de financement de l'activité mais également l'activité en elle-même, les pratiques de soins et la prise en charge médicale, les outils de gestion, les modalités d'organisation du travail, les conditions de travail et les pratiques de management. Les recherches foisonnent, montrant les multiples dimensions des effets des réformes que le secteur de la santé a connues depuis au moins 2 décennies en France sur les organisations sanitaires et médico-sociales. Les transformations des organisations du travail liées notamment aux contraintes budgétaires nouvelles ont changé les conditions d'exercice des métiers des soignants et des cadres de santé en particulier. Les conditions ont été posées pour qu'une gestion des ressources humaines plus quantitative se substitue à toute autre forme de gestion. Il découle de cela des enjeux de santé au travail importants. Les temps de coordination des équipes se sont trouvés réduits bien que préservés en grande partie. Les pratiques professionnelles se sont tacitement transformées sans que des concertations entre soignants et médecins également aient pu réellement se mettre en place. Les temps consacrés strictement à la prise en charge des patients ont été rationalisés. Au final, quel constat formulé? L'absentéisme important des établissements de santé, bien supérieur à celui de la fonction publique en général et en croissance, doit interpeller la recherche en management. Cette observation laisse ainsi place à un ensemble de questions sur lesquelles cet ouvrage se propose de porter une attention particulière. Les enjeux de santé au travail dans les établissements de santé sont des enjeux de santé publique, mais ont été finalement peu explorés sous l'angle managérial. Par exemple, peu de travaux ont, semble-t-il à l'heure actuelle, établi les liens entre la santé au travail et la qualité des soins. C'est pourtant une question importante et probablement taboue dans un univers où la dimension vocationnelle des métiers est très forte. En amont de cela, la question du management de la santé au travail pose celle des outils et des compétences managériales en la matière dans les établissements de santé à différents niveaux. Direction des établissements, direction des pôles ou des services, cadre de santé, etc. Elle pose également la question des organisations du travail qui préservent les personnels, diminuent les facteurs de risque psychosociaux et garantissent des niveaux de qualité des soins acceptables. Au final, la préservation de la santé au travail dans un contexte de profonde mutation du management des établissements de santé conduit à concilier des logiques souvent différentes. L'intégration de ces logiques est l'enjeu majeur des établissements de santé en France sur la décennie à venir.
L'hôpital public a connu de nombreuses réformes ces dernières années. L'une des principales réformes est la tarification à l'activité, T2A, qui organise le financement des établissements de santé publics et privés. Les exigences de rentabilité sont désormais inscrites sur le tableau de bord des hôpitaux. Le personnel hospitalier doit désormais travailler dans un nouvel environnement, proche de celui de l'entreprise. Les années 60 ont été le théâtre de nombreux travaux, surtout attachés à l'étude du stress ou de l'épuisement professionnel au travail. Depuis, un consensus semble régner entre les chercheurs pour reconnaître que le bien-être dans la vie ou au travail ne se réduit pas à l'absence de troubles psychologiques comme le stress. Cette distinction est révélée par le concept de santé psychologique qui englobe à la fois l'absence de détresse et la présence de bien-être, Achille 2003. En dépit des apports théoriques et managériaux de ces recherches dédiées au stress, l'éclairage du bien-être au travail aura dû attendre l'émergence de la psychologie positive, Seligman et Csikszentmihalyi 2000. Le savoir généré à ce sujet demeure encore instable, en effet. Il est d'ailleurs possible de constater que la fréquence d'apparition du mot bien-être dans les rapports annuels sur la responsabilité sociale des entreprises du CAC 40 est très faible, voire nulle, Peretti 2009. Cette observation empirique suggère que les entreprises ont encore du mal à développer un discours autour de ce thème, faute d'ancrage théorique notamment. Cette carence est dommageable, car promouvoir le bien-être au travail pourrait s'avérer plus rentable à long terme pour les entreprises que la lutte contre le stress. Les entreprises risquent en effet de faire face à de nombreux défis démographiques dans un avenir proche. Une pénurie de compétences liée au départ massif à la retraite des baby-boomers devrait les obliger à être de plus en plus attractives, pour pouvoir se prévaloir de l'avantage concurrentiel que constitue un portefeuille de compétences adaptées. Réunissant les contributions de plusieurs chercheurs et praticiens reconnus, cet ouvrage composé de 11 articles se décompose en 4 chapitres comme suit. 1. Une nouvelle donne pour le management de la santé. 2. Les causes du stress en entreprise. 3. Mesure et analyse du stress. 4. Les solutions aux maux en entreprise. Ces chercheurs d'institutions différentes dressent un panorama actuel du management des établissements de santé et abordent la question nodale de la santé au travail. Ils vous livrent leurs travaux récents sur ces problématiques. Public, étudiants des universités en gestion et sciences sociales, des écoles de commerce, d'ingénieurs, professionnels de l'entreprise. Chapitre 1. Une nouvelle donne pour le management de la santé. 1. Marc Morin. L'économie médicale et la gestion post-fordienne du stress et du mal-être au travail. 2. Julie Vidal. Pénibilité au travail. Comment faire d'une obligation réglementaire une opportunité de prévention de la santé et un levier de management. 3. Oudassé Abderrahmane. Le rôle du management des ressources humaines dans l'amélioration de la qualité des soins et services. Le cas des hôpitaux marocains. L'économie médicale et la gestion POSTFORDIENNE du stress et du mal-être au travail. Marc Morin. ISC Paris School of Management. Introduction. En quoi l'économie médicale et la surconsommation, notamment en France de services médicaux, participent-elles à la gestion du mal-être au travail ? Autrement dit aussi en quoi cette surconsommation, qui laisse entrevoir que la relation aux médicaments et aux médecins ne saurait être seulement explorée sur le registre des rationalités économiques instrumentales du patient et du médecin, participe-t-elle à une régulation des tensions sociales et des rapports salariaux dans l'entreprise moderne ? L'hypothèse ici faite est que ce phénomène est en relation directe, en particulier depuis une dizaine d'années, avec la montée en puissance des risques psychosociaux, et notamment des différentes situations de stress au travail. Qu'il existe en conséquence un ensemble de demandes, dont les objets peuvent être qualifiés de symboliques, de prise en charge, de soutien psychologique, d'usage et de pratiques de compensation et de déni qui, adressées au corps et à l'ordre médical ainsi qu'aux laboratoires pharmaceutiques, ont pour objet de gérer de nouvelles formes de stress voire de souffrance au travail. Les conditions de travail tendent en effet à se dégrader dans une société en crise. Plus particulièrement dans un certain nombre d'entreprises sous la double pression,
D'une part, des exigences de compétitivité sur les marchés de biens et services, d'autre part, de la montée en puissance de l'économie financière et des exigences actionnariales. Cette double pression induit, au sein des organisations, des recherches d'économies internes de plus en plus pressantes, qui pèsent sur la vie au travail en donnant lieu à des exigences de faire plus et mieux, plus vite, et en particulier avec moins de moyens. Nombre de salariés s'y accommodent d'ordres paradoxaux, de Golejac et Mercier, 2012, donnés par des hiérarchies qui sont souvent elles-mêmes plus ou moins déstabilisées, Courpasson et Teunig, 2008. Au sens du programme institutionnaliste, en gestion et en économie, Huot et al., 2002, Orléans et al., 2004, de nouvelles formes de management des ressources humaines et de conventions managériales productrices de stress tendent à s'instituer. Les faits stylisés pratiques et théoriques suivants peuvent en illustrer certaines conséquences sur les acteurs et leurs demandes symboliques de prise en charge. Parallèlement au sentiment d'iniquité, éprouvé devant l'augmentation des écarts de rémunération et l'inégalité des rapports contribution-rétribution, une certaine peur du déclassement voire du licenciement, une anxiété de l'avenir se développe au sein d'un éventail très large de catégories socio-professionnelles, Morin 2009, Linard et Mauchamp 2009. Dans la période post-fordienne, le recours à l'ordre médical semble d'autant plus important que, en plus de la pression des nouvelles stratégies de flexibilité du travail et des rémunérations, voire des flexibilités organisationnelles via le développement des entreprises modulaires en réseau, on observe le développement dans un contexte de concurrence entre les salariés, d'un processus d'individualisation du rapport salarial, Castel 2009. Tout se passe en effet comme si l'éventail des choix de ces derniers, pour échapper au stress dans certaines organisations, allait en quelque sorte en se réduisant. D'une part, dans la mesure où les comportements de sortie de l'entreprise ou exit, Hirschman 1970, Freeman et Madoff 1987, sont en bonne part interdits du fait des risques de chômage et ou de sous-emploi. D'autre part, au sens où les prises de parole internes, contestant les formes d'évolution des rapports salariaux voire les gouvernances en place, sont d'autant plus risquées individuellement que dans un contexte de chômage de masse, les organisations syndicales subissent une érosion de leur pouvoir de représentation dans l'entreprise. À l'instar d'un des modèles de stress qui sera utilisé, Laborit, 1979, les situations stressantes sont en moyenne davantage subies, intériorisées, du fait des comportements de loyauté, loyalty en quelque sorte forcés à certaines organisations productrices de stress. Après avoir situé en termes sociologiques et statistiques la réalité des risques psychosociaux et particulièrement du stress au travail, nous nous intéresserons à la dynamique d'une certaine tendance à la surconsommation médicamenteuse et d'actes médicaux, qui se traduit par des ordonnances médicales dont la longueur, la sophistication, voire la complexité tendent à être vécues comme des marques de bienveillance sociale et de compétence du médecin qui les prescrit. Les habitudes correspondantes sont particulièrement développées en France, eu égard à d'autres pays industrialisés comparables. Nous opposerons ensuite une analyse de cette économie du médicament, menée dans les termes des concepts de rationalité fonctionnelle, voire optimale, de la gestion classique et de l'économie néoclassique standard, à une conception institutionnaliste recourant aux apports de la psychosociologie et de la psychanalyse. Au regard de ces approches, les analyses économiques et gestionnaires classiques de la prestation médicale tendent à en rester à la surface des choses. Elles ne permettent pas de poser la question des rapports entre les demandes symboliques et l'économie des médicaments et des ordonnances, entre le stress au travail et le processus de régulation institué par l'économie médicale. Le programme de l'économie-gestion qui se réclame de l'institutionnalisme admet à contrario, à la fois le caractère intensément signifiant des pratiques humaines au-delà du registre de l'utilitaire et du simplement fonctionnel, et le fait que les pratiques sociales sont socialement situées et dépendent des contextes concrets matériels et socio-économiques dans lesquels agissent les acteurs, de leurs conditions de vie et des facteurs sociaux qui les caractérisent. Un certain nombre de travaux conventionnalistes posent la question de l'économie du médicament et de sa place dans la société, en s'intéressant en particulier à la coordination médecin-patient, Batifoulier et Gadreau 2006. C'est la voie que nous choisirons aussi dans ce texte en nous intéressant plus particulièrement, à l'instar de certains chercheurs et professionnels du champ médical, Collin et al.,
1999, 2005, 2006, à cette interaction à travers des emprunts faits à la psychanalyse. Sur ces bases, nous nous poserons ensuite la question de la spécificité de cette demande dans le cas français. L'histoire récente indique que les formes d'organisation du travail, les conventions de management ont changé entre la période qui correspond au régime keynésien, celle qui court approximativement depuis le milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90, et celle qui va du début des années 2000 à nos jours. Les politiques de soutien de la demande, au sens économique, qui dominent en particulier les 30 glorieuses, accompagnent d'abord des conventions managériales dites fordiennes, Reynaud et Aglietta, 1992. Puis les stratégies de flexibilité se développent, et la période actuelle correspond, d'un côté à une plus grande intensification du travail avec ses normes d'immédiateté, de production de qualité dans des contextes d'économie croissante, et de l'autre, à des formes d'individualisation croissante du rapport salarial qui tendent à la limite, comme le montrent de plus en plus de travaux, à généraliser des formes d'. Emprise psychique que Pagès et al. 1984, utilisant certains cadres conceptuels sur le fonctionnement du pouvoir inspirés des travaux de Foucault 1975, avait commencé à voir se développer il y a une trentaine d'années. Au-delà de ces constats, qui peuvent également être faits dans des pays industrialisés comparables, le programme institutionnaliste en économie et en gestion nous invite à essayer de penser la spécificité du modèle institutionnel et culturel français, et partant les particularités du stress français au travail et de la consommation compensatoire de services médicaux. Elles sont peut-être à rechercher dans les particularités de la configuration institutionnelle française, laquelle se caractérise par un compromis original entre une économie de grandeur marchande financière, Boltanski et Thévenot, 1991, qui valorise la rentabilité à court terme, et des formes d'organisation et de gouvernance ayant hérité de traditions tayloriennes et centralisatrices, Diribarne 2006. Stress et économie médicale, deux réalités psychosociologiques et statistiques. Les risques psychosociaux et le stress au travail. On appelle risques psychosociaux un ensemble de risques professionnels d'origine et de nature variée, qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des salariés, et qui ont un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. Les risques psychosociaux s'analysent comme des effets de la situation globale de travail de l'individu, sur la perturbation à la fois de son équilibre physique et psychique. Cette situation renvoie à l'ensemble formé par son rapport au type de travail qu'il exerce, les conditions dans lesquelles il l'exerce, les rapports qu'il entretient avec la hiérarchie de son organisation, avec sa gouvernance, la perception qu'il a de son rapport contribution-rétribution. Nous utiliserons plusieurs fois, pour résumer cet ensemble, le terme de rapport salarial emprunté à l'économie de la régulation, Boyer 2004. Le stress se définit plus particulièrement comme étant à la fois l'agression d'un environnement subi par un individu, et les réactions et réponses de celui-ci qui, en lien avec son mental et son système nerveux et endocrinien, s'opposent à cette agression et engendrent souvent des manifestations psychosomatiques. L'une des causes intermédiaires possibles du mal-être au travail et du stress, susceptible d'affecter la santé physique et psychique de l'individu, peut par exemple prendre dans certaines entreprises modernes la forme de situations de harcèlement moral. L'augmentation de leur nombre, en France, coïncide avec la seconde période post-fordienne qui débute approximativement avec la décennie 2000, confère Infra. L'adoption en 2008 dans le Code du travail d'un nouvel article, qui permet d'identifier ces situations, de les réprimer voire dans la mesure du possible de les prévenir, témoigne d'une première réponse institutionnelle du corps social via le Parlement. Elle sera suivie, en 2010, de la rédaction d'un accord entre partenaires sociaux. La liste des faits de harcèlement moral, fournie par le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, confère. Institut national de recherche et de sécurité 2007, est par ailleurs très large. Elle indique que le harcèlement, comme le montre aussi Dejour et Gernet 2012, est un phénomène collectif et systémique au sein d'une entreprise, qui l'implique, au-delà de la personne d'un harceleur, en considérant que l'organisation est dans l'acception des sciences des organisations un construit social et humain, différents facteurs organisationnels, humains et sociaux dont l'articulation peut être identifiée comme potentiellement stressante.
Cette liste comprend critiques incessantes, sarcasmes répétés, brimades, humiliation, propos calomnieux, insultes, menaces, mise au placard, conditions de travail dégradantes, refus de toute communication, absence de consignes ou consignes contradictoires, privation de travail ou charges excessives abusives, tâches dépourvues de sens ou sans rapport avec les fonctions. Le coût du stress en France est très important. L'Institut national de recherche et de sécurité, INRS, en a évalué le coût social comme se situant à l'intérieur d'une fourchette très large de 2 à 3 milliards d'euros en 2007. Les auteurs de l'étude insistent toutefois sur le fait qu'il s'agit là d'une évaluation a minima, et que les chiffres réels sont pour plusieurs raisons probablement et notablement supérieurs à ce chiffrage. La mesure du stress de l'INRS est en effet réalisée grâce au modèle dit de Karasek qui retient les situations de travail tendues. On expliquera les causes de cette sous-estimation tout en détaillant, comme suit, les principaux modèles de production de stress qu'on peut utiliser. Plusieurs manières d'envisager le stress se sont en effet succédées dans l'histoire, et continuent à cohabiter. À partir de la présentation qu'en donne le rapport Leigeron-Nass, remis au ministre de la Santé 2008, concernant la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux, on peut retenir les suivants. Nous y ajoutons quelques remarques sur les utilisations de ces modèles faites à l'intérieur de ce texte. Le modèle de base est celui de Chélier, 1956, dans lequel le stress est qualifié de syndrome général d'adaptation, et défini comme la réponse de l'organisme à toute demande qui lui est faite dans une finalité d'adaptation. On peut ensuite distinguer le modèle de Laborit, 1979, qui définit le stress comme une réaction assurant la survie de l'organisme face à la perception d'un danger. Cette réaction se produit lorsque l'individu, placé dans une situation stressante, ne peut ni lutter, ni fuir, et qu'il subit par conséquent une inhibition de l'action, dont les conséquences sont potentiellement pathogènes. Le croisement de ce modèle avec la théorie de Hirschman, 1970, qui met en avant l'idée selon laquelle la loyauté loyalty dans l'entreprise l'emporte particulièrement en période de fort chômage et d'affaiblissement des syndicats sur les comportements de sortie, exit et de prise de parole, voice, permet d'avancer l'idée selon laquelle le stress au travail s'intensifie dans la mesure même où les éventails de choix se réduisent pour les salariés. Le modèle de Lazarus, 1991, met en évidence le fait que l'individu procède à une double évaluation de la situation stressante, et que de cette évaluation va dépendre l'intensité ressentie du stress et la forme de réaction qu'il implique. L'individu évalue d'abord le danger ou la menace que la situation fait peser sur son intégrité. Puis il évalue l'importance et la qualité des ressources dont il dispose pour y faire face. Ces deux évaluations se combinent, modifient sa perception du stress et partant l'intensité ressentie de ce dernier. Les ressources matérielles, les capacités de résistance physiologique et mentale au stress n'étant pas les mêmes chez tous les individus, des situations stressantes, au départ comparables, n'ont pas forcément les mêmes effets sur les sujets. On peut à certains égards considérer que la distribution inégale des dotations et ressources en capitaux économiques, sociaux et culturels, au sens de Bourdieu, 1979, constitue un élément d'explication de l'inégalité devant le stress. Ce modèle permet d'insister sur le fait que l'intensité d'une situation stressante, qui peut provenir du travail, est également liée aux capacités en quelque sorte compensatoires, par exemple d'un environnement professionnel de collègues, ou d'un environnement familial apportant son soutien à l'individu. Et sur l'idée selon laquelle les processus d'individualisation, Castel, 1996-2009, la tendance à se sentir relativement isolé des autres en fonction notamment des formes d'organisation de travail, des degrés de concurrence entre salariés, sont en soi des facteurs d'intensification des situations de travail stressantes. Le modèle de Sigrist 2000 considère que l'effort que fournit l'individu va être atténué par le sentiment que cet effort est payé en retour. Le dit paiement ou encore la récompense à l'action qui a réclamé un effort peut être matériel, salaire, rémunération, sociale, reconnaissance ou symbolique, sens donné à l'effort. L'analyse du stress par 2 jours, 1986, fait notamment appel à l'idée selon laquelle la reconnaissance des efforts accomplis, notamment par la hiérarchie,
donne en quelque sorte au travail qui est considéré par cet auteur comme étant au départ naturellement stressant, et parallèlement aux efforts faits dans certaines formes de travail dont le degré stressant varie, un supplément de sens qui va plus ou moins compenser le fait d'en avoir subi et assumer les contraintes. Le défaut de cette reconnaissance, qui peut être lié à des formes de gouvernance pour lesquelles les témoignages de ce type ne constituent pas une préoccupation première, peut être pesant au point d'entraîner des sentiments de perte de soi et d'identité. Le modèle de Karasek, 1992, enfin, croise deux types de facteurs de stress. À savoir la demande faite à l'individu qui, dans le travail, peut être forte ou faible, et le contrôle que ce dernier peut exercer sur son activité qui peut également être fort ou faible. Ce modèle se prête assez aisément aux évaluations, et on peut, grâce à lui, établir des typologies de situations de stress au travail. Ainsi de situations assez facilement identifiables à partir de critères objectifs, caissière, serveur, dans lesquels le travailleur vit des situations particulièrement stressantes en étant soumis à une forte demande tout en ayant un faible contrôle de son activité. Le modèle de Karasek, utilisé par l'INRS pour mesurer les coûts sociaux du stress, se prête donc assez facilement à des protocoles d'observation et de mesure. Il a toutefois au moins deux grandes limites. Il lui est impossible, par exemple, d'évaluer objectivement l'importance et l'impact du soutien social d'un environnement de collègues chaleureux à certains travailleurs stressés dans l'entreprise. Plus généralement, on ne dispose d'abord pas de données suffisamment établies pour apprécier objectivement tous les facteurs de stress qui sont importants, dont le soutien social au-delà en outre des cercles de salariés, mais aussi le manque de reconnaissance. Certains coûts importants sont ensuite, pour l'acteur et sa famille, très difficilement voire quasi impossibles à mesurer, tels les degrés de la souffrance psychique ressentie, l'importance des sentiments de dégradation du bien-être social et dans certaines situations plus extrêmes de sentiments de perte de sens et de soi. Plusieurs travaux, et notamment ceux d'un certain nombre de psychanalystes ou psychiatres, Dejour et Gernet, 2012, ont mis en évidence que selon leur intensité et leur forme, certains types de stress au travail peuvent à la limite produire chez certains individus un sentiment de perte de ses repères identificatoires. Or l'influence de certaines variables macroéconomiques et macrosociales, sur laquelle nous reviendrons, les études disponibles montrent que trois grandes séries de facteurs et variables internes sont généralement susceptibles, dans l'entreprise, de générer un travail stressant. Ainsi de ce que, en référence au programme de l'économie et de la gestion institutionnaliste, on peut en premier lieu appeler des conventions managériales. C'est-à-dire des formes communément admises, durant certaines périodes de temps et dans certains lieux, en particulier dans certains pays, de gestion de l'entreprise, de choix courants d'affectation des ressources et singulièrement de management des ressources humaines, formes de gestion par objectif, méthodes d'évaluation individualisée, développement des périphériques de rémunération selon les performances, choix de placement financier. Ainsi, en second lieu, des nouvelles formes d'organisation du travail qui, en fonction de nombreuses évolutions dont celle du contexte concurrentiel, privilégient notamment diverses formes de flexibilité, développement des polyvalences dans le travail, structure organisationnelle modulaire dans des entreprises dites en réseau, utilisation des contrats de travail atypiques, CDD, qui tendent à individualiser de manière croissante le rapport salarial. L'individualisation du rapport salarial s'illustre notamment à travers la poursuite, par un individu et la voie de négociation individualisée, de primes personnalisées en fonction de ses performances. Elle peut également, outre la tension relative à la course aux résultats, participer à la production de stress en allant de pair avec certains manques de solidarité active entre salariés, voire avec des concurrences éventuellement agressives entre eux, sur fond d'affaiblissement des négociations sociales collectives. Eu égard à la situation qui prévalait il y a quelques années, tout particulièrement durant la période dite des 30 Glorieuses, l'individualisation croissante du rapport social peut en particulier s'analyser à travers le concept plus général d'individualisation-décollectivisation dans l'acception de Castel 2009. Soit notamment les tendances croissantes des individus à recentrer plus globalement leur sociabilité sur les micro-espaces d'intimité familiaux et les cercles rapprochés de connaissances au détriment des lieux d'expression collective. Ce qui va de pair avec une certaine diminution du nombre d'adhérents dans les partis politiques, les syndicats
les associations. L'individualisation du rapport social, qui est aussi fonction du renouvellement des métiers, de la multiplication et de l'éparpillement des fractions de classe sociale ne s'éprouvant pas comme ayant des intérêts communs, a en ce sens son pendant dans l'individualisation des rapports salariaux dans l'entreprise. Les différences de métiers, de contrats de travail, CDI et CDD, temps partiel, de lieu d'activité, l'entreprise modulaire, les changements de tâches, organisation par projet, les périphériques de rémunération basés sur l'observation des performances individuelles, favorisent dans leur ensemble ce second processus d'individualisation, lequel peut aussi être vu comme étant tout à la fois une cause et une conséquence de ce que Segrestin, 1980, nomme la déstructuration des collectivités de travail et de vie potentiellement porteuses de principes d'association et de coopération. Un certain nombre d'enquêtes de terrain confirment ces diverses influences organisationnelles et managériales sur le développement du stress au travail. En 2009, 40% environ des salariés français se considèrent comme stressés, Anact CSA 2009. Cette proportion, qui semble indiquer une spécificité du cas français, Confère Infra, est d'emblée plus importante que celle tirée de la 4e enquête européenne sur les conditions de travail qui montrait en 2007 qu'au sein de l'Union européenne 22,3% des salariés disaient souffrir de stress. Fondation européenne ACVT 2007. Une forte composante d'intensification du travail se dégage d'abord des réponses dans les enquêtes françaises. 51% des salariés stressés pensent que le risque psychosocial provient en règle générale du fait d'avoir une charge de travail trop importante. Anact CSA 2009, page 17. 43% indiquent que c'est parallèlement le fait de devoir mener de front différentes tâches dans le travail, et 41% que c'est le fait de manquer de temps pour souffler. Parmi ces salariés s'éprouvant comme stressés, outre la surcharge de tâches associée à la diminution du temps pour les effectuer, une composante de stress souvent citée est la diminution des moyens alloués. 45% estiment qu'ils manquent de moyens pour faire leur travail, page 24. La pression nerveuse à travailler dans l'urgence, avec moins de moyens, est en outre liée chez les répondants à une sorte d'exigence d'adaptabilité quasi permanente pour renouveler les produits et remplir les objectifs dans le cadre des normes de qualité notamment définies par les hiérarchies. 42% considèrent que les situations les obligent à s'adapter en permanence, page 25. À la perception négative des situations d'équité ou d'iniquité, s'ajoute aussi une insuffisance de reconnaissance pour le travail effectué. 33% des stressés associent leur ressenti au fait de ne pas être reconnus dans son travail. Anact CSA 2009, page 20. En termes de moyens utilisés pour compenser les effets d'un stress vécu comme éprouvant, les interviewés mettent par ailleurs l'accent, ce qui peut être interprété dans le cadre du modèle de Lazarus, Confère Supra, sur le fait qu'ils peuvent moins souvent compter sur le management, sur les cadres stratégiques, mais aussi sur les cadres opérationnels de l'entreprise pour les aider à essayer de mieux gérer les situations les plus perturbantes. 44% des stressés, Anact CSA 2009, page 21, pensent en particulier qu'un facteur aggravant est de manquer de soutien auprès de sa hiérarchie pour affronter les difficultés. Tout semble autrement dit se passer comme si nombre d'entreprises laissaient en quelque sorte se développer un stress, éventuellement producteur de résultats, en intervenant que lorsque certains seuils, manifestement plus perturbants pour le fonctionnement global de l'organisation, ou jugés comme tels, paraissent avoir été franchis. Le modèle organisationnel correspondant peut être analysé comme possédant certaines caractéristiques N-accent-aigu-tayloriennes, Confère Infra. Peu de personnes répondent enfin dans ces enquêtes que suite au stress, elles consultent leur médecin 17% page 41, ou qu'ils prennent des médicaments 11%. La grande majorité déclare, comme moyen de combattre les effets perturbants du stress, faire la part des choses et s'adapter au mieux à la situation, 91% page 41, se ressourcer dans des activités personnelles, 76%, en parler à ses collègues, 65%, chercher un soutien dans son environnement familial, 60%. L'hypothèse ici faite est que le rapport à l'ordre médical est beaucoup moins explicite que ne le suggèrent ces dernières réponses, et que la fonction compensatrice de l'ordre médical à l'égard du stress, et plus généralement des risques psychosociaux, participe plus souvent du non-dit, d'une volonté de ne pas trop en parler en se révélant beaucoup plus importante qu'il n'y paraît.
Et que cette demande, plus ou moins consciente et se traduisant aussi plus ou moins par de réelles affections psychosomatiques, va en augmentant. En ce sens, la période post-fordiste introduit une rupture qui prend la forme d'une régression du temps libre, voire d'une confusion temps libre-temps travaillé, conduit à une dégradation des rapports de l'homme au travail et au développement de la souffrance au travail. Bardelli 2012, page 1407. Les travaux de Bardelli 2012 sont compatibles avec plusieurs recherches s'efforçant de retrouver sur un plan sociologique et socio-économique plus large les causes profondes de ces nouvelles formes de mal-être au travail. Linard et al. 2008, Linard et Mauchamp 2009, de Gaulle-Jacques 2006. La figure 1 aurait aussi pu s'appeler, selon P. Bardelli, processus d'émergence de la souffrance au travail. Il met en évidence les différents paramètres qui concourent à l'émergence d'une souffrance au travail, dont l'intensité est variable selon les secteurs d'activité et les entreprises. Les travaux de ce dernier, Bardelli 2012, mettent en particulier en évidence une sorte de porosité, favorisée par les nouvelles conventions et situations de travail entre l'espace professionnel et l'espace de la vie familiale. La figure 1 peut en même temps servir à fixer les idées quant au processus de production du stress dans la période post-fordienne. La surconsommation médicamenteuse, les demandes adressées aux médecins pour qu'ils surchargent les ordonnances, certaines conséquences psychosomatiques, constituent plusieurs des conséquences de ce processus de fabrication de la souffrance au travail. Celles-ci témoignent de demandes symboliques de prise en charge, d'évitement, de compensation, de déni du stress et de ses conséquences. Figure 1. La fabrication de la souffrance au travail, Bardelli P. 2012. Souffrance au travail. Comprendre les causes pour résoudre les problèmes. Une encyclopédie des ressources humaines J. Alouche, Dir, Vuibert, page 1408. La surconsommation médicamenteuse en France. Sur la base de séries statistiques s'étalant sur plusieurs années, un certain nombre de chercheurs et de professionnels du champ médical considèrent que la France détient, au regard de plusieurs pays comparables, de nombreux records en matière de surconsommation médicamenteuse et de sollicitation des médecins amenés à surcharger les ordonnances, à la fois en quantité et à travers des médicaments sophistiqués. Au-delà des raisons fonctionnelles, telles l'allongement de la durée de vie qui s'accompagne mécaniquement d'affections plus nombreuses, les chercheurs universitaires spécialisés et plusieurs médecins parlent même de l'augmentation, en plus des usages, des mésusages qui les conduisent à mener l'étude du médicament comme phénomène social, Collin et al., 2006 page 3. Quelques extraits de différents rapports sur la surconsommation française de médicaments révèlent certes que les prescriptions de médicaments faites aux personnes âgées de plus de 65 ans, dont naturellement une grande proportion de personnes ne travaillant plus, représentent le 1/3 de toutes les prescriptions, pour environ 15% de la population française. Et que 11% seulement des Français âgés de plus de 65 ans ne prennent aucun médicament de façon régulière. La surconsommation médicamenteuse est toutefois une tendance qui INRS 2007, Nas et Légeron 2008, touche largement la population française quels que soient les âges, et au travers d'un éventail très étendu de catégories socio-professionnelles. La consommation générale d'antibiotiques est de 2 à 2,5 fois plus importante en France qu'en Allemagne ou qu'au Royaume-Uni. Selon les familles d'antibiotiques, elle peut être jusqu'à 7 fois plus importante qu'en Allemagne et 5 fois plus qu'au Royaume-Uni. Les statistiques par personne révèlent que les Français consomment 6 fois plus de médicaments que les habitants des Pays-Bas. Les chiffres du rapport Nas-Légeron 2008, qui confirment les augmentations au regard des précédents rapports remis au gouvernement, indiquent que 38% de ces Français prennent de 5 à 10 médicaments par jour. Que 11% de ces derniers sont des consommateurs réguliers de psychotropes et depuis plusieurs années, qu'ils sont parmi les plus grands consommateurs au monde d'antidépresseurs et de tranquillisants, confère aussi Servan-Schreiber 2003. Les surcoûts qui pèsent sur le budget public et sur celui de la sécurité sociale sont d'autant plus importants que cette surconsommation s'accompagne d'un certain nombre d'effets indésirables médicamenteux qui sont eux-mêmes en forte augmentation depuis la fin des années 90. La France est un pays où la surconsommation médicamenteuse est flagrante et injustifiée. Trop de prescriptions sont reconduites en l'absence de symptômes. Kouchner, 1998, dans INRS 1999. Carsanti et Dupuis 1977 et Carsanti 1991.
ont plus généralement collecté en France il y a plusieurs années, à l'instar des professionnels du champ médical et des administrations, qui participent de concert à la construction d'une sociologie médicale s'efforçant d'éclairer ces phénomènes, un certain nombre d'observations qui montrent que cette propension à la surconsommation est le plus souvent favorisée par un certain nombre de médecins qui ont en quelque sorte pris habitude de surcharger les ordonnances. Une observation forte, qui a suscité plusieurs réformes de la part des administrateurs du régime général de la sécurité sociale, est en effet que la qualité de la prestation du médecin de ville est souvent appréciée par les patients, à l'aune de la longueur des prescriptions de médicaments, voire au fait de préconiser des médicaments élaborés qui bénéficient d'une réputation avérée d'efficacité sur leur marché correspondant. À défaut, une sorte de doute tend à s'installer chez le patient quant à l'efficience, voire aux compétences du médecin, et il en découle le développement d'une sorte de surenchère entre les médecins de ville qui, soit pour gagner des clients sur leurs concurrents, soit pour ne pas en perdre et résister à la concurrence, ont fini par participer de façon non négligeable au déficit de la branche maladie de la sécurité sociale. La défiance à l'égard de certains médicaments génériques, et la tendance parallèle à se fier à des marques de médicaments connus, qui semblent symboliser davantage, malgré les observations des scientifiques, un fort pouvoir de guérison, mènent aussi à des hypothèses sur le pouvoir symbolique des médicaments. Ces phénomènes de surconsommation de médicaments et d'actes médicaux font naître l'hypothèse selon laquelle les demandes correspondantes sont aussi, pour partie, des demandes symboliques de prise en charge d'un certain mal-être social. Si celles-ci n'ont pas toutes leurs causes dans l'organisation du travail et ses conventions, nombre d'entre elles participent de raisons liées au travail et aux formes générales d'évolution du rapport salarial. L'insuffisance de l'hypothèse des relations économiquement rationnelles à l'ordre médical. L'analyse que l'on peut faire de l'économie du médicament et de l'ordonnance dépend au départ, en grande partie, de la définition que l'on retient de l'économie, et des hypothèses faites sur le rapport que le patient et le sujet entretiennent avec l'ordre médical. Selon la définition que l'on retient, qui peut ou non intégrer certains apports d'une psychosociologie ouverte, voire de la psychanalyse, on peut ou non relier le stress au travail à la surconsommation médicale. Et en tirer un certain nombre de conclusions sur l'existence d'une économie médicale de prise en charge et de compensation qui participe, plus encore dans la société post-fordienne, et dans une période de crise économique et institutionnelle, à un système de régulation du mal-être au travail. Un système sans lequel la progression des situations de stress au sein des entreprises, et plus largement dans les organisations modernes, aurait peut-être franchi plutôt des seuils de tolérance, tout en amenant le législateur et les partenaires sociaux à percevoir également plutôt la nécessité d'intervenir, confère Supra. Une première manière d'analyser les rapports patient-médecin, et sujet-ordre médical, consiste à les voir sous l'angle des rapports économiquement rationnels qu'ils sont censés, dans l'acception de l'économie néoclassique standard, entretenir entre eux. Darbon et Le Tourmy, 1983, montre que le modèle néoclassique est aujourd'hui dominant dans les tentatives d'explication des comportements des agents en matière de soins médicaux. Ce modèle privilégie certaines hypothèses. Les modèles néoclassiques en question sont développés à partir de l'idée d'autonomie décisionnelle de l'agent économique, dans un contexte où les contraintes biologiques, sociologiques ou politiques paraissent déterminantes. Darbon et Le Tourmy, page 30. Il retient en particulier l'idée selon laquelle patients et médecins peuvent, pour les besoins de l'analyse, être comparés à des agents économiquement rationnels, qui savent toujours ce qu'ils veulent, comment et dans quel ordre ils le veulent, et qui cherchent à satisfaire leurs besoins en atteignant des optimums de satisfaction. Leurs cartes de préférence respectives sont dites transitives, si A est préféré à B et B à C, alors A l'est à C. Ils sont en règle générale parfaitement informés de leur environnement, et pour les médecins par exemple, des techniques auxquelles ils peuvent avoir recours, des contraintes hospitalières et autres, ce qui leur permet d'anticiper le plus rationnellement possible l'avenir et de planifier leurs actes. Leurs cartes de préférence sont également indépendantes les unes des autres, et ils ne sont pas censés s'influencer mutuellement dans leur recherche d'optimalité, et dans les formes prises par ces recherches. Autrement dit, si le patient vient chez le médecin, c'est par hypothèse au départ qu'il a correctement identifié les symptômes d'une affection dont il demande la guérison,
car elle accroît notamment la désutilité de son travail et l'empêche d'atteindre son optimum de satisfaction. Entrevoyant rationnellement les conséquences de symptômes qui perdurent, ce patient va en demander la réparation à moindre coût, le plus rapidement possible, avec le moins d'inconvénients. En concurrence avec les autres médecins, le médecin veut, de son côté, maximiser son revenu. Il structure pour ce faire une offre de telle sorte qu'elle soit supérieure à celle des autres. Il s'efforce parallèlement d'identifier au mieux la dite affection et d'utiliser, le plus efficacement possible, les dernières techniques lui permettant de guérir le patient. Dans ce type de conception, le rapport patient-médecin s'exprime naturellement sur le terrain de l'explicite, de la dénotation, de la raison et de l'intentionnalité consciente, de l'utilitaire, ce que l'on peut résumer comme étant un registre fonctionnel. La symbolique des actes humains y est mécaniquement rabattue sur le registre matériel, dans la mesure où si les maladies psychosomatiques sont certes reconnues comme produisant des symptômes bien réels, bien qu'elles fassent intervenir le psychisme, les perceptions, les émotions, ce n'est de toute façon pas le psychisme, mais le symptôme matériellement observable et scientifiquement traitable qui par hypothèse sera seulement retenu, confère infra. L'analyse est ramenée à la confrontation entre deux rationalités instrumentales, dites aussi substantives, qui mettent en scène deux homo economicus dans l'acception de l'école néoclassique standard, Favreau, 1989. Cette posture oppose notamment l'école néoclassique aux différents courants de pensée de l'économie institutionnelle, qui utilisent, au sens large, des hypothèses de rationalité limitée et procédurale, et ou des hypothèses de rationalité cognitive et située, voire de mimétisme des acteurs, Orléans et al., 2004. Et ce au double sens où le sujet est reconnu dans les analyses comme étant un acteur doté d'une intelligence émotionnelle qui perçoit, se représente, imagine, rêve, et un acteur qui appartient à une certaine catégorie socio-professionnelle, une classe ou une fraction de classe à travers laquelle il se trouve également doté d'un certain capital social et culturel en lien à l'intérieur d'un certain milieu avec sa socialisation. Dans le registre des sciences de gestion, les écoles classiques tentent aussi, même si elles recourent à des modèles de rationalité sans faire référence à toutes les contraintes d'un raisonnement optimisateur, à se placer sur ce terrain de la rationalité fonctionnelle et de la One Best Way, Desremaux 2005. Dans cette optique, les recherches inspirées des écoles classiques en gestion et en économie vont s'interroger pour savoir si les causes des surprescriptions médicales observées peuvent se ramener à certaines imperfections de l'environnement, qui seraient en l'occurrence susceptibles de perturber la rencontre et le dialogue rationnel entre le médecin et son patient. Ainsi de certains facteurs démographiques et sociologiques observables qui feraient que les homo economicus médecins et patients étant partout les mêmes, et utilisant de manière économiquement rationnelle leurs ressources, c'est la forme de leur réaction qui essentiellement diffère en fonction des contraintes de leur environnement, et notamment de la quantité et qualité d'informations dont ils disposent. L'âge du médecin, la région où il a fait ses études, son université d'origine, influent par exemple sur sa tendance à faire des prescriptions longues. Certaines corrélations statistiques montrent que certaines universités sont plus modernes que d'autres, que dans certaines régions les hôpitaux et les CHU sont plus dynamiques, qu'ils enseignent les dernières techniques tout en se référant aux innovations les plus récentes. Par exemple, les connaissances relatives aux effets secondaires indésirables de certains médicaments qui, ayant en outre évolué relativement lentement, n'ont pas partout été intégrées de façon homogène, et ont entraîné des préférences médicales tendant à surdéterminer le principe de précaution lui-même à l'origine d'ordonnances surchargées. Dans ce même ordre d'idées, plusieurs recherches ont mis en évidence autant d'imperfections fonctionnelles dans la distribution des informations, des connaissances et des formations qui perturbent la relation théoriquement rationnelle et optimale du médecin au patient. Ainsi du manque relatif et en moyenne de connaissances des médecins concernant les problèmes spécifiques des personnes âgées, qui leur fait souvent surdéterminer le principe de précaution en allongeant et complexifiant les ordonnances, Monette, 2004. Des difficultés que les praticiens généralistes et non spécialisés rencontrent, sans savoir vraiment s'ils sont annonciateurs d'une véritable dépression, dans plusieurs diagnostics d'anxiété, Collin et al., 1999. De la tendance de certains médecins, pour prescrire, à tirer leur connaissance de supports fournis par les industries pharmaceutiques,
lesquels sont présentés de telle sorte qu'ils surdéterminent l'efficacité de certains médicaments en fonction des intérêts des dites industries. Celles-ci pratiquant en outre plus généralement un certain lobbying qui peut s'avérer efficace. Williams et al. 1995. Les recherches de ce type montrent aussi que, pour maximiser leurs revenus, certains médecins tendent à ne pas consacrer suffisamment de temps à chaque malade en y substituant en quelque sorte le volume et la sophistication des prescriptions. Davidson et al. 1994. Des arguments conceptuellement du même ordre peuvent être utilisés pour justifier de la surconsommation médicale par les patients. Publicité des laboratoires pharmaceutiques, manque de connaissances. On peut toutefois considérer, avec certains chercheurs spécialisés dans le champ médical se référant à d'autres programmes de recherche, que cette démarche se fonde cependant sur l'a priori d'un comportement scientifique et standardisé de la part des médecins, les déviations aux normes cliniques étant d'emblée considérées comme irrationnelles, page 32, et que c'est compté sans les facteurs dits subjectifs, qui sous-tendent la relation thérapeutique, tels que le poids de la demande exprimée par le patient, la force symbolique du médicament et de l'acte de prescrire. Collin et al. 1999 page 32, confère aussi Collin et al. 2005 page 14. Schwartz et al. 1989, avance notamment que pour 46% des médecins qu'ils ont interrogés, c'est la pression de la demande exprimée par le patient qui pousse à la surconsommation et est le facteur principal de l'allongement des ordonnances. Ce que d'autres auteurs traduisent à travers l'idée selon laquelle, à contrario de la vision économique instrumentale pour laquelle le résultat de la relation dépend de la coordination entre les rationalités fonctionnelles et ou instrumentales au sens néoclassique, la relation du médecin à son client tend en fait à se négocier avec le patient sur un plan également émotionnel. Autrement dit, le médecin réagit à la demande qui lui est faite par le patient en la satisfaisant dans la mesure également où il éprouve un certain sentiment d'inconfort affectif à refuser humainement la prise en charge réclamée, même s'il éprouve des doutes sur la rationalité fonctionnelle du symptôme, où il anticipe négativement la perspective de perdre une clientèle qu'il a reconnue professionnellement et humainement, et avec laquelle il peut avoir noué des liens de confiance, où il se refuse au-delà des apostrophes. Incertitude technique simple, à prendre le risque d'effets secondaires possibles qu'il créerait en fait lui-même en n'acceptant pas de surcharger l'ordonnance. Dans cette optique qui mène à adopter des approches psychosociologiques et pluridisciplinaires pour analyser la relation patient-médecin, la surconsommation de médicaments, la demande d'ordonnances longues, se révèle comme ayant des dimensions signifiantes non explicites, connotées, plus ou moins conscientes. Il découle d'une telle analyse l'adoption d'une autre posture épistémologique, qui mène certains chercheurs à utiliser plusieurs apports émanant de la psychanalyse et de l'anthropologie. Dans l'ordre médical, la posture du psychanalyste ou celle du psychiatre analysant la demande du patient renverse en quelque sorte les priorités classiques du médecin en mettant en avant la demande symbolique plus ou moins consciente de ce dernier. Clavreul 1978 et Zarifian 1994 1996a montre en particulier que le médecin dans son activité courante tente à ne traiter que la matérialité du symptôme. Son métier consiste prioritairement, particulièrement à travers les formations occidentales courantes et l'ordre médical classique, à identifier puis traiter les symptômes de la maladie en faisant des hypothèses sur leurs causes probables, en ramenant les hypothèses les plus solides à des nomenclatures de maladies et de causes de maladies dûment répertoriées par la faculté, et à mettre en œuvre les protocoles de gestes médicaux et d'actions médicamenteuses requis. Pour ce faire, le médecin classique n'a pas besoin de connaître plus avant le contenu de la demande qui lui est adressée, de même que la personnalité du patient qui pourrait expliquer ce contenu, son mode de vie, son passé, certaines de ses pensées. Il lui suffit en quelque sorte de savoir qu'il existe un dysfonctionnement corporel, qui a mené à la formation d'un besoin solvable de réparation, et que ce besoin émis peut être traité dans la mesure où les symptômes entrent bien dans les nomenclatures de maladies répertoriées. A contrario, Clavreul 1978 considère que dans l'ordre médical et du travail de guérison au sens large, le métier du psychanalyste opère un renversement en fouillant prioritairement le contenu du besoin formulé. À titre d'hypothèse, le psychanalyste et le psychiatre tentent alors à poser que derrière la demande formulée se cache une autre demande qui relève, elle, de l'implicite, du non-dit,
du discours plus ou moins inconscient du patient dont la vérité est à reconstituer notamment par l'écoute et l'interprétation des rêves, et le décodage de ces actes à travers des jeux de déplacement signifiants et de transfert. Plusieurs demandes symboliques peuvent en ce sens être adressées aux médecins, à la pharmacie et plus généralement à l'ordre médical dans les sociétés modernes. La demande symbolique de réparation du mal-être, adressée aux médecins. La complexité croissante de la vie économique, l'érosion monétaire, les problèmes de l'emploi, la concentration démographique urbaine et bien d'autres facteurs de la vie moderne perturbent l'équilibre psychosomatique de l'individu et provoquent souvent des états pathologiques dont le traitement vient grever le budget national par le biais de la sécurité sociale. Les tranquillisants et les sédatifs hypnotiques constituent des médications préventives et régulatrices qui évitent souvent des complications, et à ce titre, contribuent à moindre frais à maintenir en activité des sujets qui seraient temporairement ou définitivement retirés des circuits économiques. De nombreux écrits, en sociologie de la santé et en anthropologie médicale, considérant dans les termes de Van der Geest et al. 1996 que peu d'expériences humaines ont une puissance signifiante aussi forte et manifeste que les actes de prescrire et d'ingérer des médicaments, ont mis l'accent sur le rôle symbolique de ces derniers. Prescrire peut signifier, Collin et al. 2005, la sollicitude du médecin envers son patient est représentée dans la chaîne symbolique des images associées possibles, le transfert du pouvoir de guérir depuis les mains du médecin à celle du malade. La posture de l'économie institutionnelle mène à dire, en y mêlant certaines observations historiques, que certaines des significations possibles tendent plutôt, à certaines époques, dans certains contextes, à dominer, par exemple des significations de prestige social pour certains objets de consommation dans les sociétés industrialisées modernes. La consommation moderne de médicaments peut selon les cas être une manière pour le patient de retrouver jeunesse et force et d'en exprimer le besoin-désir, d'obéir à des canons de beauté, de retarder le vieillissement, de dénier la mort, de se construire des paradis artificiels, d'aménager la solitude. Certains chercheurs et professionnels du champ médical, Bradley, 1992, Schwartz et al., 1989, Collin et al., 2005, appliquent d'ailleurs peu ou prou à l'acte de consommation du médicament, les hypothèses de psychosociologie du langage au sens de Baudrillard, 1968. Les médicaments sont alors vus comme les mots d'un langage qui, au-delà de leur signifié dénoté, possèdent des significations connotées qui varient en fonction des individus et des situations. Collin et al. 2005 utilisent en ce sens les termes de métaphore et de métonymie qui sont les outils de décryptage classiques des rêves et représentations en écrivant « Dans le cadre de la relation thérapeutique, il apparaît que le médicament a une fonction métaphorique dans la mesure où il incarne un objet concret de soulagement ou encore la preuve tangible d'un état de maladie. Le médicament aurait par ailleurs une fonction métonymique lorsqu'il est perçu comme incorporant en lui-même l'expertise du médecin et sa capacité de soigner. De ce fait, le médicament peut être considéré comme un objet pouvant être dissocié des savoirs experts et exister de façon autonome par rapport aux soins médicaux. Collin et al., 2005, page 16. On peut, dans ce domaine, aller très loin et considérer par exemple, comme le psychiatre Zarifian. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.